Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Pécharmant. L'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et de bons amis. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Pour les 3 prochaines semaines, je pars travailler à la montagne. Wouhou, des vacances! Michel, il a dit qu'il allait travailler. Oh. Ne vous inquiétez pas, une autre voix me remplacera. J'espère que ce sera Peter! Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. C'est un fake qui évolue à bas bruit depuis le mois de mars, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Un cardiologue américain affirme en vidéo qu'il n'existe aucune justification scientifique pour vacciner les moins de 50 ans et les patients guéris du Covid. Alors, je vais clairement pas traiter toute la vidéo, parce que c'est long, c'est pénible, c'est un ramassis de bêtises qui donne des envies au Dendrobat Doctor de fracasser son ordi dès qu'elle joue la vidéo. Et ça, elle ne peut pas, elle en a besoin, et puis ses murs sont vraiment pas solides. Attaquons donc les affirmations piliers. Petit 1. Il n'y a pas de raison scientifique de vacciner les moins de 50 ans. Pour dire ça, il faut, Premièrement, ne rien connaître à la vaccination et à ses principes. la vaccination peut être une mesure individuelle dans le cas d'une maladie non contagieuse comme le tétanos, Ou collective, dans le cas d'une maladie contagieuse comme la gastro. elle peut même être altruiste si vous attrapez la rubéole. Vous en aurez vraiment rien à faire. En revanche, si vous le filez à une femme enceinte, le bébé peut naître très lourdement handicapé. Et ça, c'est s'il naît vivant. La vaccination générale a pour but de faire barrière. Avec le Covid, On dit la Covid. on est dans le cas d'une maladie contagieuse. La vaccination a donc à la fois une portée individuelle Protéger contre l'infection ou les formes graves, et collective. protéger les autres. Donc cette affirmation montre juste que ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. À moins qu'il existe une frontière invisible entre les moins et les plus de 50 ans. Ah non, non. Ensuite, on rappelle que À l'heure actuelle, la proportion de jeunes, de femmes enceintes et d'adolescents hospitalisés avec des formes importantes voire grave, ne cesse d'augmenter. Je ne sais pas vous, mais moi je me dis que si on peut aussi empêcher ces gens-là de mourir, c'est quand même méga cool. de plus, Pour les guérir de la maladie, et en particulier les survivants des formes graves, on ignore la quantité, la gravité et la durée de leurs séquelles. Avec 5 millions de contaminés en France, et on n'a pas fini, je vous laisse imaginer le merdier que ça va être si ne serait-ce que 10% des malades gardent des séquelles lourdes à vie. Si on peut aussi éviter ça, c'est méga cool. Petit 2. une étude chinoise sur 11 millions de personnes a montré que les asymptomatiques ne contaminent personne. Lire François, c'est moche. Se prétendre scientifique et lire François, c'est pire, parce que, à part chez eux, je n'ai trouvé ce chiffre nulle part. Les auteurs de l'étude Disponible sur nature.com, je vous mets le lien en description. indiquent clairement que leurs travaux portent sur 300 personnes, que les résultats ne sont pas généralisables, et, interrogés à ce sujet par l'AFP en janvier, Article, description, tout ça. les auteurs ont réaffirmé qu'il était trompeur de conclure de leurs travaux que les asymptomatiques ne transmettaient pas le virus. Voilà. Petit 3. Les personnes guéries ont une immunité complète et durable. Ça ne sert à rien de les vacciner. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, et je vous invite à parcourir les archives de la page. Mais concrètement, l'immunité naturelle ne dure que quelques mois. On a des cas documentés de recontamination. Et dans toutes les infections connues à l'heure actuelle, l'immunité vaccinale est meilleure que l'immunité naturelle. J'espère vraiment que ce type est meilleur cardiologue qu'immunologue, sinon ça craint. Découverte de la semaine. Cette semaine, une découverte à prendre avec des pincettes. Et même des pincettes décontaminées si possible. Une équipe de chercheurs aurait découvert On utilise le conditionnel car l'étude est encore en préprint. Le lien pour la lire est en description. Voilà. Ils auraient découvert d'autres coronavirus, encore inconnus et potentiellement dangereux pour l'humanité, dans des laboratoires d'universités agricoles à Wuhan et Huazhong. Mais qu'est-ce que ça signifie? L'hypothèse la plus probable est que les chercheurs de ces universités ont, En faisant des prélèvements sur du bétail, des animaux domestiques ou de la faune sauvage, récupéré sans le savoir des virus en circulation au sein de ces espèces. et ils sont peut-être transmissibles à l'humain. Si les coronavirus sont présents chez une multitude d'espèces sans nous occasionner la plupart du temps de dommages, c'est la proximité de ceux découverts avec d'autres nous ayant déjà causé du tort qui nous inquiète. L'un d'entre eux ressemble au virus du Nipah. Pourtant d'une autre famille, et qui donne des encéphalites et des infections respiratoires. Un autre est étroitement relié au MERS. Le troisième cousin de la famille du SRAS et du SARS-CoV-2. Un troisième ressemblant à s'y méprendre au virus de l'encéphalite japonaise qui fait environ 68 000 cas chaque année. Avec entre 20 et 30% de morts, malgré la performance du système de santé japonais. Aucune explication n'est avancée à l'heure actuelle, mais en vertu de son domaine de recherche, le Dendrobat Doctor peut vous donner son hypothèse. La
région est le lieu d'une très grande promiscuité entre des humains, des espèces domestiques destinées ou non à la consommation, et des espèces sauvages, qu'elles soient autochtones, braconnées, détenues illégalement, importées ou autres. De tels lieux génèrent fatalement des brassages de flore commensales. Ce sont les espèces qui vivent en nous de manière normale, mais qui peuvent être pathogènes pour d'autres espèces. Comme les Goa'uld. Michel, tu te tais maintenant. Et il ne serait pas improbable qu'une famille de virus en particulier, avec tant d'autres si proches et si divers à disposition, mute allègrement, Engendrant des formes plus ou moins sévères chez ses hôtes. Une affaire à suivre donc de très, mais alors vraiment très près. Piste de la semaine. Thrombose. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que, si on avait plus d'infos, on vous tiendrait au courant? Ah bon? Quand? Mais la semaine dernière, faut suivre un peu Papichel. J'avais pas mes lunettes. Eh bien, ce moment, c'est maintenant. On a une piste intéressante pour expliquer les thromboses très particulières Et très rare. qui semblent être corrélées avec les injections d'AstraZeneca. Pardon, hein, mais c'est quoi une thrombose? C'est un caillot de sang. Et t'en fais pas, Michel, il n'y a pas de question con. Quand même, Vous êtes malade de lui dire ça. Vous l'encouragez là, hein? Bon, l'écoute pas, mon petit, non. Toi, tu poses vraiment parfois des questions bien connes. Merci maman. Le fait qu'il s'agisse de thrombose, Donc, des caillots dans le sang. associé à une chute des plaquettes, Donc, des trucs qui sont censés produire les caillots. semble très paradoxal, mais a déjà été observé dans un cas particulier. Les accidents d'héparine. Oh là, un accident, faut appeler une ambulance ou bien? L'héparine est un produit donné pour empêcher les caillots et il se fixe sur les agents de coagulation appelés PF4 et les bloque. Voilà. Sauf que. Dans certains cas absolument imprévisibles, puisqu'ils sont liés à des facteurs génétiques, le bloc héparine PF4 est pris pour un ennemi par le système immunitaire qui l'attaque. Taillot, on va poutrer de l'érépine. Et c'est comme ça que le système immunitaire attaque tous les PF4. C'est parce qu'il faut faire bonne mesure. Entraînant la chute du taux de plaquettes. Par un mécanisme très long et très compliqué que je n'expliquerai pas ici, Mais que vous pourrez trouver en description assez bien vulgarisé. les anticorps ainsi produits par le système immunitaire se fixent sur les plaquettes restantes et les activent, entraînant le déploiement pleine puissance de leurs autres facteurs de coagulation et la formation d'un caillot, causé par un médicament contre les caillots. Ah bah c'est ballot. C'est extrêmement rare mais très repérable, notamment grâce à la présence de ces fameux anticorps tournés contre les facteurs de coagulation. Anticorps que l'on a trouvé chez les patients atteints de cet effet secondaire du vaccin. Plusieurs questions vont donc se poser. Qu'est-ce qui joue ici le rôle du déclencheur de l'héparine? Le vecteur viral, un adjuvant, un solvant? Comment atteint-il le sang alors que l'injection est intramusculaire? Est-ce qu'on va rencontrer le même problème avec le vaccin Johnson & Johnson bâti sur le même modèle? Y a-t-il pas un moyen de prévoir ce type d'effet secondaire, sachant que, dans le cas de l'héparine, c'est juste une question d'avoir ou pas les bons gènes, et personne ne peut savoir ça avant que ça lui explose littéralement à la tête. Les recherches ne sont pas prêtes d'être bouclées. Impasse de la semaine. Brésil. Le pays plonge chaque semaine plus dans le chaos, et, ce qu'il faut bien désormais nommer ainsi, l'horreur humanitaire. Après la pénurie d'oxygène ayant entraîné la mort de nombreux patients en soins intensifs et conduit le Venezuela, voisin, Dont on rappelle, l'état économique est tel que les gens tressent des chapeaux avec leurs billets de banque. à envoyer des camions entiers du précieux gaz par convoi humanitaire faute de réponse de l'État. Après une circulation du virus sans aucune entrave ayant facilité les mutations, Et nous ayons offert les variants les plus casse-gonades du moment. Voici venue la pénurie de sédatifs. Wouhou! Ah non, pardon, réflexe. Les hôpitaux du pays ceux de Sao Paulo et Rio de Janeiro en première ligne, appellent le reste du monde à l'aide. Faute de médicaments, ils en viennent à attacher à leur lit et maintenir de force des patients en état grave pour les intuber sans anesthésie. les réanimateurs sur place parlent de mauvaises pratiques apparentées à une forme de torture, Médecins sans frontières parlent de catastrophe humanitaire accentuée par le fait que des services de soins intensifs manquent toujours d'oxygène, et affirment que, bien que l'aide des pays étrangers, notamment des pays d'Europe et tout particulièrement l'Espagne, soit en route, cela ne suffira pas à compenser une politique publique désastreuse. rappelons que le président brésilien est sous le coup d'une enquête du Sénat pour sa gestion de la pandémie et que chaque jour, entre 3500 et 4000 personnes meurent du Covid-19 au Brésil. Les sources sont Reuters et Médecins sans frontières. Mauvaise nouvelle de la semaine. France. C'est un palier symbolique, mais un bien triste palier. Plus de 100 000 de nos concitoyens sont morts du Covid depuis le début de l'épidémie. Et nous aurons encore à compter des morts, car nous ne sommes pas au bout. À l'heure actuelle, un cas se déclare en France toutes les 2 à 3 secondes. Un patient est hospitalisé toutes les 45 secondes et un entre en soins intensifs toutes les 3 minutes. Une personne continue de mourir toutes les 5 minutes du Covid en France. Nos sources sont Santé publique France. Bonne nouvelle de la semaine. Israël. Quelques nouvelles du bon élève. Avec seulement 0,3% de tests positifs et plus que 221 malades demandant encore des soins lourds, Israël, Avec plus de 57% de sa population primo-vaccinée, dont 85% des plus de 16 ans et près de 100% des plus de 75 ans, commence à voir le bout du tunnel. Les unités Corona ferment une à une dans les hôpitaux et, malgré la réouverture des parcs et jardins, la réouverture partielle des restaurants
restaurants ou les célébrations religieuses, Comme Purim en mars, la Pâque juive en avril. le R0 stagne aux alentours de 0,7 ou 0,8, On est enclin à penser qu'Israël a une sorte d'immunité collective grâce au vaccin. a déclaré le professeur Cyril Cohen, immunologiste de l'université de Bar-Ilan et conseil du gouvernement. La source nous vient du Conseil consultatif sur les essais des vaccins contre le Covid-19 au ministère israélien de la Santé. Qu'est-ce que putain de quoi? Les conspirationnistes, ils ont Francis Lalanne, bon bah nous, on a Mick Jagger et Dave Grohl. Et c'est pas pour me la péter, mais clairement, c'est vachement plus la classe. Si vous aviez manqué ça, Mick Jagger vient de sortir un titre intitulé Easy Sleazy. composé avec Dave Grohl des Foo Fighters. Alors, en temps normal, le Dendrobat Doctor essaye toujours de faire preuve d'objectivité dans les échos des labos, mais là, c'est clairement demander beaucoup à la vulgarisatrice épuisée, fan de hard rock et d'humour grinçant qu'elle est, que de rester objective quand l'ancien batteur de Nirvana et le chanteur des Rolling Stones décident de faire un morceau ensemble pour se moquer des théories du complot. Donc je vais juste kiffer sans le moindre esprit critique et je vous encourage à faire de même, pour une fois, pour changer. Le morceau est bien évidemment en description. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 3.3. Vérifier la science. Préparer la rencontre entre un résultat et le monde. Cette semaine, nous continuons le 3e gros tronçon de notre voyage autour de la science et pour le coup, nous allons faire une petite halte. Et du coup, je le mets où le Tipeee? Faites un tour sur Tipeee. Car une fois que nos travaux sont faits, publiés, vérifiés, contre-vérifiés, republiés, revérifiés, recontre-vérifiés, Bref, une fois qu'on sait que nos résultats sont vrais, vrai voulant toujours dire en recherche, en l'état actuel de nos connaissances, il est temps de se poser une question très différente. sont-ils bons? S'ils sont pas bons, on peut peut-être mettre juste un peu de piment d'Espelette. Ah bah vous voyez que des fois il dit des questions connes. Ah oui, Oui, c'est vrai, oui. Donc maintenant vous arrêtez de l'encourager. Ah mais oh, pas vrai ça. Pour savoir si les résultats sont bons, peu importe le domaine dont les résultats sont issus, peu importe si notre scientifique est physicien, chimiste, biologiste, métallurgiste, Un intrus est caché dans cette liste. Saurez-vous le retrouver? C'est le chimiste. Perdu. notre scientifique va venir toquer à la porte des collègues des sciences humaines qui vont lui faire un petit thé et une analyse détaillée des implications de son résultat. Enfin, ils font ça si on leur demande gentiment, pour l'analyse comme pour le thé. Ses collègues sont philosophes, sociologues, anthropologues ou historiens par exemple, et vont se pencher sur un aspect qui avait déjà été évoqué lors de la préparation, Avec notamment les comités de bioéthique. mais qui se pose différemment maintenant que les réponses sont là. Qu'est-ce que des humains vont faire avec ça? La malveillance. C'est la première chose à évaluer. Cette découverte peut être elle utilisée pour faire du mal. Le mec qui a inventé le Zyklon B, c'était quoi ce bruit? C'est le point Godwin. Ah bah fallait bien que ça arrive un jour. En vrai, le mec il a inventé le A et c'est un de ses collaborateurs qui l'a ensuite amélioré en B. Il cherchait juste à faire un insecticide pour désinfecter les cales des bateaux. Bon, c'était pas un ange non plus, hein. Il a inventé les premiers engrais chimiques par accident en cherchant à rendre encore plus toxiques les gaz de chlore utilisés dans les Et tranchées. ce genre de détournement malveillant d'une invention pensée avec toute la bonne volonté du monde doit être envisagé. Ainsi que comment on l'interdit. La dérive. Plus pernicieuse, c'est le cas où on estime qu'une invention va vraiment être bien Tellement bien qu'on ne va pas savoir s'arrêter. dans les utilisations potentielles de CRISPR. Le ciseau génétique? On espère pouvoir corriger des gènes chez l'embryon quand on détecte qu'il est porteur d'une maladie grave. Ce serait une avancée merveilleuse. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter? À ce qui est vital, douloureux, handicapant, gênant, moche. L'humain est un animal qui ne sait pas s'arrêter quand un truc lui paraît cool. Et ça aussi, il faut l'anticiper. La perte de contrôle. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'erreur est humaine. Et que se passe-t-il si l'invention ou les trouvailles nous échappent? Si ça se contente de faire un trou dans le plancher et dans le budget du labo, ça va. Si ça change tous les écureuils du bois de Boulogne en zombies assoiffés de sang, c'est plus gênant. Si ça transforme Lamberstart en cratère lunaire, On a beau ne pas aimer Lamberstart, c'est un problème. Et on peut pas faire comme si ça existait pas. l'éthique. Parfois on découvre quelque chose qui est un fait très clinique, mais qui a des implications morales ou éthiques et il faut savoir ce qu'on en fait. Si la science est amorale, son usage ne peut pas l'être, car il est fait par des humains et il est important d'adresser cette question avant qu'elle se plante devant nous en ayant flanqué le bazar partout. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a une position éthique qu'il faut absolument que la science la conforte. Imaginons qu'on découvre que certaines ethnies sont effectivement plus intelligentes que d'autres, ou que, en fait, le brassage génétique fonctionne mieux entre proches parents. Ça ne serait pas des raisons pour renoncer à l'égalité des droits humains ou à l'interdit de l'inceste, qui sont des questions morales. Bien sûr, l'éthique évolue avec le temps et les sociétés, et ce qui est bon à un moment, par opposition à ce qui est vrai, peut très bien ne plus l'être par la suite. Mais il est important de se poser la question et de bien comprendre comment ce savoir, cette découverte, s'inclut dans la société.
Le droit. Le gauche. Parfois, on découvre des choses qui ont des implications juridiques. Le droit peut s'appuyer sur des savoirs pour rendre des décisions ou pour adapter son fonctionnement, comme c'est le cas pour des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Rallongé depuis qu'on comprend de mieux en mieux les mécanismes d'emprise et d'amnésie traumatique. À noter que le droit peut aussi ignorer la science, s'il estime qu'il est plus important d'être juste que d'être vrai. C'est le cas des affaires de reconnaissance du lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, ou encore d'existence de l'électrosensibilité. Alors qu'aucun élément scientifique ne vient étayer ces décisions. Voire même, parfois ça les contredit. Mais où il est estimé qu'il est plus juste d'indemniser la personne qui souffre que de ne rien faire pour elle. Même sans éléments factuels. Ça veut dire qu'on peut m'indemniser pour avoir un petit-fils aussi stupide? Hélas, non. Mais je souffre. Ah, c'est surtout que tu pues le soufre, ouais. Il existe d'autres questions qu'on peut se poser selon les sujets, mais le Dendrobat Doctor tenait à vous donner les principales, et sans doute celles qui parlent au plus de monde en ce moment. Elle n'a pas eu beaucoup l'occasion d'appuyer sur les rapports entre les sciences exactes et les sciences humaines, et elle pense que c'est important de montrer que la science est un travail permanent d'échange entre des chercheurs d'horizons parfois très différents. Et du coup, c'est vrai qu'on peut aller voir des gens gentiment pour leur demander un thé? Bah écoute, essaye, hein, tu verras bien. Tu me fais un thé? Non. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne, et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le reconfinement, ni avec les vacances de Michel. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous! Bisous. Mais du coup, qui c'est qui va leur dire d'écrire des trucs débiles en commentaire ou qui va leur demander de s'abonner? Puis ils vont me manquer, moi, les gens. T'en fais pas, Michel. 3 semaines, c'est juste 21 dodo. Ah non, j'avoue, ça va, ça passe.